Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quand vous avez commencé l'aïkido et avec qui vous vous êtes entraîné à Hongu Dojo? Alors, j'ai commencé l'aïkido le 16 février 1968. Alors, ce jour-là, il y avait la neige le matin et tous les transports communs, ils étaient totalement dérangés. Donc, je voulais aller le cours du matin à 6h30, celui de Sensei, mais je ne pouvais pas. Alors comme c'est un côté trop fort, c'est facile à maîtriser. Because it's too strong on one side, it's easy for me to control it. Parce que normalement, à travers le bokken, on peut utiliser la force de l'autre côté. Hein? Normally, through the bokken, you can use the Mais, force on mais the other side. comme s'il n'utilise qu'un seul côté. But it's as though Laurie was only using one side. Donc, je suis parti l'après-midi et je suis resté le cours de 3 heures de l'après-midi tous les jours. À l'époque, j'ai fini l'école de photographie, donc je ne faisais rien sauf la peinture, donc j'avais le temps de prendre cet horaire-là. J'ai eu la connaissance Maître Fujita parce que Massa le connaissait. C'est pour ça que grâce à lui, j'ai pu venir à l'Aikikai à partir de ce jour-là. Et quels sont les sensei qui ont eu le plus d'influence sur vous? Alors, à l'époque, je n'ai pas eu l'influence particulièrement par quelqu'un. Pourquoi? Parce que on n'était que débutants et tous les jours j'allais du lundi au samedi, mais je n'allais pas un dimanche parce que il fallait payer la cotisation supplémentaire. Donc je suis allé du lundi au samedi et j'ai pris tous les cours. Lundi, à l'époque, c'était Meto Saotome Mitsugu. Et mardi, Tohei Akira. Mercredi, Arikawa Sadateru. Et jeudi, c'était Kobayashi Yasuo. Vendredi, Yamaguchi Seigo. Et samedi, si il était là, Tohei Koichi. Si il n'était pas là, c'est un autre remplaçant. Parce que Meto Tohei, il était très souvent aux États-Unis, particulièrement quelqu'un. Mais quelques années plus tard, peut-être j'ai appris plus avec Saotome Mitsugu et Arikawa Sadateru et Yamaguchi Seigo. Ces trois personnes-là, je crois que j'ai appris plus. Mais parmi des pratiquants qui venaient, j'ai eu particulièrement un souvenir de Monsieur Sakata. Lui, il était extrêmement fort, il était assez grand, il mesurait 1m78, 85 kg. Et donc pour un japonais, il était assez grand. Et il avait la souplesse d'extrême et il était plus fort que les professionnels. Hein. Pourtant, il était en train d'étudier pour devenir un avocat. Et Sagata Atsunobu, son nom entier, et c'est lui qui m'a appris énormément de choses. Et pourquoi êtes-vous venu en France? Et quelle était votre première impression de Tamura Sensei? Je suis venu en France pour étudier la peinture aux Beaux-Arts parce que mon père est marchand de tableau et il m'a dit au début tu vas aller en Russie, mais la Russie encore c'était un petit peu difficile, donc on a changé en France et donc c'est pour entrer aux Beaux-Arts, je suis venu en France, ce n'est pas pour faire l'aïkido. La première impression de Tamura Sensei, je me suis dit
c'est la technique est bizarre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu la technique comme cela au Japon. Mais j'ai découvert petit à petit que ce que faisait Tamura Sensei, qui était plus proche de technique de Sensei. Et grâce à Tamura Sensei, j'ai pu comprendre ce que c'est d'origine de technique. Alors, ça m'a donné énormément enrichissement de technique d'aïkido. Et comment avez-vous vu le travail de Tamura Sensei changer au fil des années? Ça, c'est... il y a une évolution des hommes, ça existe pas n'importe quel domaine. Bon, moi je suis dans le domaine de peinture, donc on peut bien comparer le travail de tous les artistes qui ont eu cette évolution. On dit au Japon, c'est par l'influence de la Chine, c'est la progression des arts martiaux, on est comparé avec la progression des calligraphies. C'est d'abord, on essaie de tracer, comme les grands maîtres, là, toute la ligne, et au bout de 10 ans, 15 ans, ça dépend des gens. Peut-être ça prend 20 ans, 30 ans. Il s'aperçoit un jour que je ne suis pas la même chose que maître. C'est-à-dire que ma vie n'est pas pareille, mon caractère n'est pas pareil, mon étude n'était pas pareille. Donc il s'aperçoit que il y a la différence entre maître et soi. Et en ce moment-là, on appelle le déchirement qui arrive. Parce que le premier moment, on dit en japonais, c'est shu. Shu, ça veut dire on va garder l'enseignement de maître. Et au bout de quelques temps, donc 15 ans, 20 ans, ça dépend des gens, comme je viens de le dire, il y a le déchirement de ce premier enseignement, de garder l'image ou bien le technique de maître. Alors, on appelle ha. Ha, c'est déchirement. Et on poursuit ce déchirement pendant X temps, et ça dépend des gens. Là, on arrive à la fin, c'est le moment de lit, c'est-à-dire que séparation de l'enseignement de maître. Alors, en ce moment-là, il y a des gens qui créent une école. Et maintenant, il a été considéré par les autres Uchideshi comme Maître Chiba, Maître Kanai, que copie conforme de O-sensei. Copie conforme de O-sensei, c'est-à-dire que c'est un mot insultant. Mais, autrement dit, c'est les autres. Ils ne pouvaient pas imiter O-sensei comme Tamura Sensei. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas le corps aussi souple que Tamura Sensei et O-sensei. Et il ne pouvait pas avoir la compréhension comme Tamura Sensei quand il voyait O-sensei. Alors, d'autant plus que Tamura Sensei était considéré comme copie conforme. Donc, quand il faisait les techniques dans mon temps, encore jusqu'à 1980, je suis arrivé en France en 1971. Et donc, comme je viens de vous dire, j'ai trouvé les techniques bizarres. Mais j'ai découvert, donc petit à petit, les techniques de Tamura Sensei. C'était totalement technique de O-sensei, où c'était le plus proche. Alors, en ce moment-là, je pouvais bien comprendre la technique fondamentale de créateur. On utilise coude. And you use the elbow. Atemi, c'est facultatif. Hein. You don't have to do the atemi.
Non. Donc, c'est à partir de 1990, quand je suis revenu de Canada, là, Tamla Sensei est devenu le niveau de séparation de technique de Sensei. Alors, donc, il a changé totalement la technique, ou bien c'est une totalement conception de technique de Maître Ueshiba, ça a changé. Ça a changé. Pour moi, c'était totalement différent. Mais en ayant gardé quand même toutes les techniques dans la conception de vrai Aikido. Alors donc, maintenant c'est deux choses totalement différentes. C'est la technique de Sensei, technique de Tamla Sensei. C'est différent. Je trouve que le problème qu'on arrive fondamentalement aujourd'hui, ce qu'il a trouvé Tamla Sensei, c'est au bout de 45 ans, 50 ans de travail. Mais il y a beaucoup de gens qui imitent à partir de ce moment-là, le moment qui a connu la séparation de l'histoire de Lee, et c'est au niveau. Donc, je ne conseille pas de l'imiter à partir de ce moment-là. Et j'aimerais que les gens fassent le travail fondamentaux de techniques de base beaucoup plus. Mais malheureusement, ces techniques de base, ce que Tamla Sensei qui nous a donné, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu. Alors donc ça se pose problème aujourd'hui dans ce sens-là. Et quelles étaient les choses les plus importantes dans l'aïkido pour Tamura Sensei selon vous? Je crois que Tamura Sensei est assez extraordinaire dans deux choses. C'est-à-dire que notre travail consistait d'abord, on appelle Gono Geiko. Gono Geiko, c'est-à-dire que on laisse saisir et on essaie de trouver la technique. Mais Tamura Sensei, il n'a jamais fait Gono Geiko. C'est-à-dire que il était tout de suite il a commencé par deuxième échelon, on appelle Juno Geiko. Gono Geiko, Go ça veut dire c'est quoi? C'est l'idéogramme de Go, il y a rectangle et dans lequel il y a l'idéogramme de ancien. Ce qui veut dire, c'est ce pays est vieux. Parce qu'en Chine, il n'y avait que 13 provinciaux. Et en ce moment-là, les autres, comme Mongols, Vietnam, ils essayaient d'attaquer la Chine, ou bien au sein de provinciaux chinois qui essayaient d'attaquer le royaume qu'on appelait la Chine. Alors donc, Go, ça veut dire c'est le pays a duré longtemps que la Chine n'a pas connu historiquement très souvent. Alors en ce moment-là, ils ont fait l'idéogramme Go, c'est bien solide. Alors donc, on faisait travail solide. Et deuxième échelon, on a essayé d'enlever cette force-là plus souple. Mais Tamura Sensei n'a jamais fait Gono Geiko, que je n'ai jamais connu aucun maître. Ça passait à partir du deuxième échelon, c'est Juno Geiko. Et deuxième chose, Tamura Sensei était très réaliste. C'est-à-dire que il ne croyait pas les choses s'il ne voyait pas. Alors, ce réalisme-là, il n'y avait pas beaucoup de Aikidoka qui possédaient. Donc, malgré bon gré, si c'était très bon côté de Maître Tamura, c'est côté réalisme. Si
côté un petit peu moins bien de Metamora, c'est côté réaliste aussi. Parce que c'est, à un moment donné, ça devient très bon côté, mais à un moment donné, ça devient l'échec. On ne peut pas dire jusqu'à là, mais c'est le point faible de Tamura Sensei. Et pensez-vous qu'il est important de s'entraîner avec un sensei principal? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment essayer beaucoup de différents professeurs. C'est au début, je crois que on peut travailler avec tous les maîtres, tous les maîtres. Et je crois qu'on peut toujours travailler avec beaucoup de maîtres, beaucoup de maîtres. Mais trouver très bon maître, ça peut être important. Pour moi, Tamura Sensei, c'était le cas. Je trouve que ce qu'il a montré, Tamura Sensei, logiquement, il n'y avait aucune faille. Aucune faille, c'est-à-dire que malheureusement, j'ai vu chez les autres, il y a des failles. Mais j'ai vu aucunement Tamura Sensei qui était illogique. Alors, c'est pour ça que j'ai suivi Tamura Sensei. Et quand j'étais au Japon, on ne pensait pas logique ou illogique. Mais je suis venu en Europe. En Europe, si on ne peut pas expliquer quelque chose logiquement, les gens n'arrivent pas à suivre. Alors en ce moment-là, il fallait que je me corrige. Parce que au début, quand j'ai commencé à enseigner, ce que je disais, ce que je montrais, ce n'était pas cohérent. Alors donc, je me suis dit, j'ai le problème. Alors donc, j'ai essayé de diminuer ce décalage petit à petit. Et là, aujourd'hui, j'essaie d'expliquer maximum logiquement. Alors, dans ce sens-là, Tamura Sensei, c'est absolument ce côté-là, il a appris par O-sensei. Et O-sensei, c'est un génie parce que avec 25 ans de création d'aïkido, il a tout corrigé de défaillance d'Aito-ryu. Alors, donc, pour moi, c'est Tamura Sensei qui a reçu cet enseignement plus. Dans vos échauffements en classe, vous faites beaucoup d'exercices comme Torifune et Kiai. Alors, ça c'est. O-sensei était shintoïste. Alors donc, Ame no Torifune, ce n'est pas. On ne considère pas l'échauffement. Ame no Torifune, c'est nettoyage. On appelle en shintoïsme misogi. Nettoyage du corps et l'esprit. Alors, au sensei, il ne faisait pas du tout échauffement de corps dans un sens parce que dans les arts martiaux, il n'y a pas de réchauffement. On peut s'affronter immédiatement sans attendre quelque chose. Alors si l'ennemi qui va attaquer, non, je ne sais pas chauffer, on ne peut pas faire ça. Alors donc il n'y a pas de réchauffement dans ce sens-là. Mais O-sensei était très croyant shintoïste. Alors donc il faisait cette rituel de Shinto. Et Kiai, c'est un des meilleurs exercices des arts martiaux. Pourquoi? Parce que avec expiration, il faut utiliser la respiration abdominale. Et avec le Kiai, c'est là qu'on apprend. Alors, quand on fait
crié par les élèves. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à crier de centre de gravité. Ils sont beaucoup de la voix de la gorge. Mais si quelqu'un qui a bien travaillé, la voix, ça sort de centre de gravité. Et donc le kiai, c'est très important. Et aussi important, c'est assouplissement. Pourquoi assouplissement? Parce que quand on fait assouplissement, le corps qui prend le centre de gravité beaucoup plus facilement. Alors donc, avec le kiai, avec le centre de gravité, c'est ma voix se situe très bien au centre de mon corps. Et quand la voix se situe bien, c'est tous les organes fonctionnent beaucoup mieux qu'autre chose. Donc, kiai et assouplissement est très important. Alors, quand j'étais jeune, c'est à Paris, notre fédération invitait Chiba Sensei une fois par mois de l'Angleterre, de Londres. Et Chiba Sensei, à l'époque, il étudiait énormément d'armes. Donc, quand il venait, il nous donnait toujours beaucoup de techniques d'armes. Et moi, je n'étais absolument pas bon. Je n'étais absolument pas bon. Et là, donc, je l'ai connu, Chiba Sensei, à partir de déjà l'année où je suis arrivé, 1971. Et pendant 5 ans, j'ai fait les armes avec lui, mais je n'étais pas bon du tout. Alors donc, je me suis décidé de travailler beaucoup plus. Donc, j'ai commencé à faire suburi. Et quand on dit nous travaillons, c'est toujours la quantité de 1000 fois. Donc je coupais 1000 fois par jour et je commençais à bouger comme la façon de au sensei, on appelle hitoemi, c'est donc on bouge latéralement en ayant mis le fil et j'ai fait cela. Alors donc Chiba Sensei qui m'a donné ce travail-là d'abord. Mais aussi, Chiba Sensei, Tamura Sensei, il faisait stage tous les deux, beaucoup de fois. Alors, en ce moment-là, c'est Tamura Sensei, il donnait aussi les cours d'armes. Et sa technique était supérieure. Alors, donc, j'ai essayé de les imiter petit à petit. Et Saito Sensei, il a écrit le livre pour les armes. Alors donc, j'ai acheté, c'est là. À l'époque, c'était 8 mm. À l'époque, Chiba Sensei faisait comme la façon de Saito Sensei. Et Tamura Sensei aussi, c'était... Alors, donc, j'ai commencé à faire cela, mais ce qui m'a pris plus, c'était avec Subrito, c'est le gros sabre, et j'ai commencé à couper énormément. Alors, j'ai toujours fait des armes comme cela, et petit à petit, j'ai trouvé moi-même la façon de création de kumitachi de O-sensei.
Donc, j'ai créé certains mouvements parce que ce que montrait Maître Saito, il y avait que 6-7 kumitachi. Donc, j'ai trouvé que ce n'est pas assez. Donc, j'ai rajouté. J'espère que j'ai fait avec la conception de O-sensei, j'ai créé ces kumitachi. Et donc, j'ai fait comprendre aux élèves de ce sens-là, de l'essence de l'aïkido et les mouvements, c'est exactement la même chose que les mouvements de la main nue. C'est ce que je veux montrer. Alors, beaucoup des grands personnages d'aïkido sont aujourd'hui décédés. Comment pensez-vous que l'aïkido va évoluer dans le futur? Et est-ce que vous pensez que les fédérations vont perdurer? Je ne suis pas tellement optimiste de l'avenir d'aïkido, mais quand on voit historiquement, c'est toujours, il y avait les gens qui ont fait remonter n'importe quel domaine. Alors, donc, c'est ce qu'il faut attendre. Mais le problème, ce que je vois, si les gens ne travaillent pas les armes, à mon avis, on ne peut pas trouver quelque chose logique de mouvement. Et c'est ce que disait Tamura Sensei. Et bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dit au sensei qui a dit c'est pas la peine de faire les armes. Hein. Mais Tamura Sensei, il a dit c'est au sensei, il est né en 1883 et les Japonais en général, on ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je suis un exemple. Ma mère m'a dit que je tenais par la bouche, mais enfin, bon, c'est comme cela. C'est mon père, il était très très bavard. Alors les Japonais ne possèdent pas la parole. Alors, donc, au sensei, quand Tamura Sensei est parti, Chiba Sensei est parti, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient faire les armes. Alors, ce qui voulait dire au sensei, si tu peux faire que ça, c'est pas la peine de faire les armes. Mais il avale le mot précédent, c'est-à-dire, c'est pas la peine de faire les armes. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, beaucoup de maîtres, au sensei qui a dit, c'est pas la peine de faire les armes. Ce n'est absolument pas vrai. Parce que si tu peux attaquer que comme cela, c'est pas la peine de faire les armes. Alors donc, l'interprétation n'est pas du tout pareille. Hein, c'est quand Tamura Sensei ou bien Chiba Sensei attaquait, au sensei, il disait rien du tout. Il faisait merveilleusement bien la démonstration. Pour comprendre la source de cette technique de Tenchinage, je vais montrer. To understand the origin of Tenchinage, I'm going to show. Donc ici on peut pas. Là, ici on peut pas. Well, here we can't do it. Mais d'après ces deux grands maîtres, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient bien attaquer les armes correctement. Alors donc, au sensei était fâché. Et Tamura Sensei est décédé en 2010. Si vous pouviez lui poser une question ou des questions que vous n'avez pas eu le temps. J'ai beaucoup de questions. Malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Hein. J'ai eu beaucoup de questions. C'est-à-dire que, bon, une des questions qui me dit plus, c'est aujourd'hui, comment ça a été commencé par l'attaque de Ushirowaza. Parce que avec Daitoru, c'est les gens qui tournent déjà et l'autre qui est un biais en arrière.
Alors, donc aujourd'hui, c'est avec la main et puis on va aller retourner en arrière. C'est génial, je trouve, c'est vraiment génial. Donc, à partir de quand ça a commencé, cette attaque-là, et comment c'est arrivé, je veux bien savoir. J'ai voulu lui demander là aujourd'hui. Et malheureusement, c'est. Mais tu vois, à mon avis, il ne peut pas répondre à ça parce qu'il a commencé à être utilisé 7 ans plus tard. Mais c'est entre Metamora et puis ces 7 ans-là, ça a commencé cette création-là. Je veux bien savoir comment c'était, mais la question pour le moment sans réponse.